La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Déjà, merci de me recevoir. Avec du grand coup, plaisir. et bienvenue dans ce podcast. On se connaît un petit peu puisque on se connaît doublement parce que déjà on collabore ensemble avec l'agence. Tout à fait. Ça, c'est vraiment cool depuis un petit moment. Ouais, je crois que Peut-être, ça fait 2-3 ans, j'ai vu sur les fichiers. ok, peut-être pas suffisamment. Faudrait peut-être qu'on essaie de travailler un peu plus. C'est vrai que chaque fois je me dis purée, faut qu'on intervienne plus souvent ensemble. Et puis on se connaît aussi par le Startup Weekend. Ouais. Où tu es pas mal engagé aussi. Aussi. Et donc du coup, ben voilà, ça nous fait au moins deux points de contact. Et c'est vrai que on discutait avec l'équipe, on se demandait tiens, c'est qui le prochain entrepreneur qu'on pourrait inviter dans le podcast et on a pensé à toi. Donc du coup, voilà. Avec plaisir. Bah, cool. Donc là on est chez toi. Tout à fait. Ouais. Tu as la particularité d'entreprendre chez toi. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça? Non, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'ai commencé chez moi et par une volonté de vouloir justement grossir un petit peu, potentiellement embaucher, etc. Du coup, j'avais pris des locaux. Mhm. Et je me suis vite rendu compte que ça correspondait pas forcément avec ma vision, que c'était beaucoup de contraintes pour commencer et que j'étais peut-être trop jeune ou pas assez mature dans l'entrepreneuriat en tout cas pour embaucher et que du coup quand tu as un local et que tu te ramènes du télétravail c'est un peu con et que et c'est surtout qu'en fait j'avais cette pression de devoir travailler plus pour payer plus Ouais. Pour payer le local, quoi. pour payer le local. Donc j'ai pris la décision de revenir à la maison. En plus ça, on a déménagé du coup dans une maison, donc ça me laisse aussi beaucoup plus de place pour mes projets. Ça veut pas dire que je retournerai pas dans des locaux un jour, tu vois, Mhm. mais en tout cas voilà, Ok. ça n'a pas toujours été le cas. Ça marche. On est rentré dans le vif du sujet, mais c'est vrai que tu t'es pas présenté. Alors je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Parce que moi je te connais. Oui, c'est vrai. Alors moi du coup je m'appelle Kylian Herbert. Je suis réalisateur et photographe du coup maintenant depuis 2019. Mhm. J'ai lancé ma boîte en fait en parallèle de mes études. Ça me permettait d'appliquer ce que j'apprenais et de laisser la boîte exister. Et comme ça, à la fin de mes études, je me lançais à 100%. J'étais chez mes parents. C'est ce Mhm. qui m'a aussi permis de me lancer parce que du coup, j'avais aucun frais. Mhm. Et je m'étais mis un an pour en vivre et je suis parti au bout de quelques mois de la maison. Et j'ai toujours eu la volonté de me spécialiser dans la création de contenu, la publicité et les documentaires. Ok. Et récemment, du coup, un petit peu plus les podcasts. Et en fait, il y a un truc commun sur ces 4 points, c'est l'histoire des gens. Ok. Je suis animé par apprendre de nouvelles aventures, connaître de nouvelles personnes. Cool. Donc, je suis pas spécialisé dans un domaine type le sport, le Mhm. culinaire ou quoi, même si c'est des milieux que j'affectionne particulièrement. Mais par contre, ouais, c'est vraiment découvrir de nouvelles personnes, de Ok. nouvelles histoires. Donc t'as monté ta boîte à quel âge du coup? J'avais 18 ans. Ok. Donc direct quoi. Ouais, en fait, ouais, j'allais avoir mes 19 ans Ok. ouais, direct. Impec. Première année d'IUT, je me suis dit, bon, bah, attends, c'est le moment de le faire. Puis au moins, je verrai. Si ça échoue, c'est pas Mhm. grave. J'aurais eu le courage de le faire. Mais je partais du principe que c'est peut-être pas forcément si j'avais eu 30, 40 ans et plein d'autres frais à côté Mhm. que j'aurais eu le courage de tout lâcher. Mhm. Là, c'était mes études. C'était pas bien important. Au pire, j'aurais repris mes études après, Mhm. quoi. Mais donc, ouais, j'ai décidé de tout lâcher pour lancer. Mhm. C'est marrant parce que à la fois je trouve que entreprendre quand on est jeune comme ça, tu vois, à peine sorti d'études, voire carrément couper son cursus et se lancer en entrepreneuriat, ça a un côté un petit peu. La tâche a l'air vraiment rude, tu vois, parce Ouais. que tu as peu d'expérience et tu te lances comme ça en entrepreneuriat. Et en même temps, quand tu te lances tardivement, enfin plus tardivement, comme par exemple, j'en parlais avec Sandro, justement, Mhm. Sandro Matera qui est passé dans le podcast, lui, il a entrepris après 30 ans, il a repris Ouais. ses études, Bah, il etc. Tu était vois, éduque, je crois, ou il était dans le exactement, social, et voilà. puis il a complètement changé. Donc tu te dis, et là, tu vois, avec un gamin, avec tes proches qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Enfin, t'as un job et tout, et tu changes du jour au lendemain. Donc c'est marrant, du coup, je me dis, mais c'est quoi le bon âge en fait? Quel est le bon moment pour entreprendre? Moi, on m'a toujours dit le bon moment, c'est maintenant.
Exactement. On m'a Bonne toujours dit le réponse. bon moment c'est maintenant parce que si tu réfléchis trop, tu le feras jamais. Mm. Et j'avais la chance à l'UT d'avoir deux très bons amis qui étaient déjà entrepreneurs aussi, dont un qui était en reconversion professionnelle et tout. Ok. Et un autre qui avait une agence de marketing qui maintenant est sur Dijon. Et en fait, ces deux m'ont toujours poussé. En fait, Ok. j'ai toujours été entouré par des personnes qui étaient au-dessus de moi en Mm. termes d'entrepreneuriat. Mm. Tout comme quand j'ai appris la photo, hein, je me suis entouré de Marion qui était ma mentor, du coup, qui m'a tout appris en photo. Et c'est une fois qu'elle m'a tout appris que j'ai dit, bah attends, moi je préfère la vidéo, je vais me spécialiser là-dedans, comme ça on va pouvoir bosser ensemble à l'avenir et tout. Mais je me suis toujours entouré de personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi et qui étaient toujours plus avancées que moi Mm. pour avancer. Et, et c'était pas forcément juste pour prendre, mais c'était Mm. aussi pour donner du nouveau aussi, parce que bah, ces personnes étaient justement plus avancées et Mm. avaient besoin d'une vision un peu plus jeune. Où, bah, tu sais, il y a aussi D'être challengé un peu. Ouais, c'est ça, d'être Mm. challengé. Il y a aussi cette pression de quand tu formes quelqu'un de Mm. rester au goût du jour. Ouais, Et clairement. du coup, bah, ces personnes-là se sont mises au goût du jour aussi, ou continuer à se Ok. former elles-mêmes pour me former moi. Et du coup, au niveau des études, est-ce que tu as entrepris dans ce domaine-là, dans la vidéo, la photo? Ouais. J'ai fait Ok. un DUT MMI. Ok. Comme Julia, c'était à Ouais. l'époque où c'était encore un DUT en deux Mhm. ans. Je pense que 3 ans, j'aurais pas tenu. Ouais. En même temps, j'ai jamais été très fan avec les études. Mhm. Mais ouais, j'ai fait un DUT en multimédia et internet, donc on faisait du motion design, de la vidéo, on faisait des réseaux sociaux, du C'est graphisme, hyper du complet web. comme. C'est hyper Ouais. complet, en fait, c'est une bonne porte d'entrée si derrière tu veux te spécialiser dans un domaine en Mhm. particulier. Je crois qu'on avait compté, on devait avoir une vingtaine de matières la première année. Ok. Donc c'est très bien, c'est une porte d'entrée sur tous les métiers du Mhm. multimédia. Et je crois que maintenant, à partir de la deuxième année, tu te spécialises Mhm. soit dans la com, soit dans le web. Mhm. Et voilà, tu développes ces compétences. Mais je trouve que le MMI, c'est une bonne filière. Je sais que j'ai eu beaucoup de collaborateurs qui sont passés par le MMI parce que c'est très Ouais. complet et du coup, tu touches un petit peu à tout et à un moment donné, bah, tu trouves là où tu prends plus de plaisir, là où tu excelles et après tu peux y aller, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment ça. Mm. Ça te permet de voir. En fait, quand je suis rentré en MMI, déjà de base, moi je voulais faire du web. Ok. Je voulais faire du web. La photo, j'ai commencé à mes 18 ans parce que je m'étais offert mon premier appareil. Et du coup, c'est justement que là que Marion m'a formé et tout. Mais moi, de base, je voulais faire du web parce que toute ma vie, je voulais devenir architecte. Et à la fin, je me suis dit, bah, j'aurais pas les capacités de faire 5 ans d'études en maths et en physique. Le Et comme courage ou les capacités? non, les capacités. Ok, Tu as les notes au bac, elles étaient ok, vraiment pas ouf. Et comme je d'accord. faisais ISN et que j'aimais bien du coup la programmation et le web, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça. Mm. Et comme il y a des études à Mulhouse, je vais partir là-dedans. Et en fait, les premiers cours de web, j'ai vite été largué. Mm. Et je me suis dit, bon, à un moment, faut que j'arrête de tourner autour du pot. J'ai toujours aimé prendre en photo. Et je vois que Marion, elle en vit très bien. Mm. Et je dis, bah pourquoi pas moi. Et donc Marion, c'est une amie, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ok. une amie. Ouais. Ouais, je vois qui c'est, Marion. Colo J. Ouais, Jack. ouais, ouais, ouais. J'arrive pas à dire son nom, mais du coup, on la salue. Quand c'est ta maître de stage, à un Ouais, moment, tu y arrives ouais. mieux. Ok, donc du coup, donc c'était ta maître de stage, Ouais. et est-ce que c'est elle qui t'a donné envie d'entreprendre ou comment est-ce que ça t'est venu ce truc de dire bon, je me lance à mon compte comme ça à tout juste 18 ans. Je pense que c'est un tout parce que bah, déjà j'étais ami avec deux entrepreneurs. Mhm. Marion qui m'a formé en photo était entrepreneur et j'ai jamais vraiment aimé suivre les règles ou j'ai toujours été créatif et en Mhm. fait je me suis comme tu vois 2018 c'était un peu la mode mais même moi j'ai fait cette erreur de dire non mais vas-y entreprends c'est mieux Mhm. que d'être salarié tu vois. Mhm. Aujourd'hui je reviens un petit peu sur ça en mode on aura toujours besoin de salariés et entrepreneur c'est pas Mhm. forcément la belle vie non plus. Non, c'est Mais sûr. en tout cas, quand je me suis lancé, c'était l'état d'esprit, c'était voilà, la van life, les digital nomades, vivre de ta passion. Mhm. C'était vraiment l'état d'esprit et le mood en tout cas Et ça s'est accéléré, je trouve, après et le ça s'est Covid, hein. très accéléré Ouais. après le Covid Mhm. parce que bah, il y a de plus en plus de personnes qui du Mhm. coup ont aimé télétravailler, Mhm. ont aimé se lancer et ont aimé prendre la Mhm. décision ouais, de vivre de leur passion ou au moins Mhm. d'essayer quoi, tu vois. Du coup, je pense que c'était un concours de circonstances, tu vois, Ok. le tout. Et est-ce que t'as eu des appréhensions? Comment ça se passe quand d'un coup tu décides, voilà, c'est quoi ton cheminement, ta réflexion pour te dire, bon, bah maintenant j'entreprends, je compte sur mon travail pour gagner ma vie. C'est, ok. En fait, je pense que je suis vraiment pas parti de ce principe-là parce que moi j'avais la deadline de j'ai un an pour montrer à mes parents qui m'hébergent entre guillemets Ok. gratuitement pendant un an, tu vois. T'avais une Euh, pression en moins parce que j'avais- t'étais chez tes parents, ouais, hein. j'avais une Ok. pression en moins, mais j'avais cette pression aussi de me dire bon, moi mon père il veut que je continue dans mes études.
ma mère est pas forcément fan de Mhm. l'idée, mais en tout cas, elle, elle a un métier créatif aussi à côté. Donc elle me soutient à 100% et mon père me soutenait aussi, hein, mais c'était vraiment juste le t'es sûr que tu veux pas continuer en licence et avoir un bon job ou Mhm. quoi? Je pense que c'est la génération aussi. Et donc moi, j'étais vraiment focus sur cette pression-là et Mhm. c'était plus je veux les rendre fiers et je veux partir au plus vite pour leur montrer que c'est possible. Ouais. Et donc je me suis pas posé plein d'autres questions, et Mhm. j'avais moins d'autres pressions, tu vois. Juste monter une offre, trouver des clients et. Ouais, bah ça, je l'ai vraiment fait Ouais. après, trouver l'offre, tu vois. Ok. Au début, c'était trouver les clients. Ok. J'avais pas forcément d'offre claire, tu vois. Mhm. C'était, je trouvais un petit peu tous les clients. Ouais. Tu C'est vois, souvent comme ça au début, on ouais. prend un peu tout ce qu'il Vraiment, y a. les 6 premiers mois, Mhm. en fait, il y a eu plusieurs phases, comme je t'ai expliqué avant, tu vois. Quand je me suis lancé vraiment à 100% à la fin de mon DUT, il y a eu les 6 premiers mois où là, en fait, je vendais tout. Mhm. Genre toutes sortes de prestations photo-vidéo pour tester, en fait, tout simplement, Mhm. parce que, bah, ok, je fais de la vidéo, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vidéo? J'ai pas envie d'être le couteau suisse qui est bon à rien. J'ai Mhm. vraiment envie d'avoir des compétences à proprement parler. Mhm. Donc en fait, au début, je faisais des interviews, je faisais des mariages, enfin j'ai fait quelques mariages, Mhm. j'ai fait des photos de sport. Enfin, vraiment, je savais pas trop dans quel domaine m'orienter. Ouais. Et c'est ensuite, au bout de ces 6 premiers mois, où là j'ai rencontré les premiers problèmes de, bah j'ai plus d'argent, enfin j'arrive plus à gagner ma vie, va falloir trouver quelque chose. Et bah pareil, on parlait beaucoup plus de si tu es spécialisé dans quelque chose, ça va aller mieux, Mhm. créer une offre. Donc Mhm. c'est à partir de ce moment-là où j'ai créé mes premiers abonnements de création de contenu. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a mentoré pareil pendant 3 ans, une agence marketing sur Sainte-Croix-en-Plaine, et ce mec est devenu du coup au fur et à mesure un bon pote. Donc pareil, tu vois, encore une fois, on Mhm. retrouve quelqu'un qui est plus avancé que moi, Mhm. qui va me donner plein de conseils, mais en plus de ça, à côté, je vais travailler avec lui, donc je vais l'aider à faire évoluer sa Mhm. boîte. Et donc j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, et puis maintenant, comme moi, j'étais plus forcément sur les contenus que eux ils créent, bah, du coup, je lui ai formé son nouvel employé. Mais voilà un petit peu le cheminement. Les Excellent. questions entrepreneuriales viennent vraiment maintenant, aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, tu t'es lancé un peu, on va dire un peu au talent. Tu Oui, t'es dit, bon, ah, c'est voilà, clairement ça. j'ai un an pour prouver à mes parents que je peux y Ouais, arriver. Ensuite, je me barre de chez eux, je leur dis, regardez, voilà, j'ai réussi. ouais, c'est exactement ça. Et ensuite, tu structures. Donc toi, tu l'as fait sans te poser trop de questions, mais c'est ce qui t'a permis de te lancer. Mm. Et après, tu as commencé à J'ai structurer peut-être ta pas fait boîte, les quoi. choses dans le bon ordre, mais par contre, j'étais toujours convaincu de 2 choses. C'était si les autres le font, tu peux le faire. Mhm. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent il y a plein de facteurs qui rentrent dedans, tu vois, c'est sûr, j'ai eu la chance d'être chez mes parents. Tout le monde Mhm. n'est pas forcément logé pendant un an Mhm. gratuitement et tout, tu vois, mais je parlais en termes de motivation et d'investissement personnel, pas forcément financier. Si les autres le font, pourquoi je peux pas le faire? Ouais. Donc je mettais tout en œuvre pour y arriver, quitte à bosser beaucoup plus, ou même les week-ends, etc. et à sacrifier pas mal de choses. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas, Mhm. mais j'ai sacrifié beaucoup de choses, que ce soit dans la vie perso ou Mhm. quoi. Et après, la deuxième chose, c'était, j'avais lu une fois que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Tout à fait. Et donc, j'ai Totalement. toujours essayé de trier les personnes toxiques Mhm. et de ne plus traîner avec elles Mhm. et de toujours m'entourer de personnes bienveillantes, qui ont les mêmes valeurs que moi, que ce Mhm. soit en termes de pro ou même amis, hein. Mhm. Je veux des clients qui correspondent à mes valeurs et tout ça parce que je sais que ça peut me faire évoluer rapidement. Donc, j'ai pas forcément fait les choses dans le bon ordre, Mhm. mais tout ça m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Et après, il n'y a pas forcément de pression de me dire, faut que je réussisse maintenant en 2 ans à atteindre les 10 000 ou 100 000 euros Ok. de chiffre d'affaires. Tu vois, T'avais pas d'appréhension non. au départ. Est-ce que par contre est-ce que tu t'étais projeté sur la vie d'entrepreneur à ce moment-là, quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'es dit tiens, l'entrepreneuriat c'est ça? Je vais te donner un exemple concret. Tiens, l'entrepreneuriat, c'est bosser 4 heures par semaine, je suis libre, je bosse quand je veux C'est et je clairement ça. gagne 10 000 balles par mois. C'est clairement ça. C'était un peu l'appréhension que j'avais au début. Et l'envie aussi de se dire, bah, t'es libre, tu fais ce que tu veux. C'était le cas. Parce que, en fait, au début, j'avais cette vision. euh, je veux travailler suffisamment pour enfin, subvenir à mes besoins, Mhm. mais j'ai pas forcément envie de développer plus. Ok. Donc ça, c'était vraiment le début. C'était quoi ta quête alors? C'était la liberté? C'était quoi Ouais, la en fait, liberté de je voulais temps? être libre de faire ce que je voulais, les projets que je voulais. Et ça, du coup, j'ai pu le faire. En 2023, je crois que j'ai vécu l'année la plus folle de ma vie. J'étais 18 semaines à la maison. Tout le reste, j'étais toujours au travail. Tu vois, je suis parti une semaine en Tour de France. Je suis parti 3 semaines en Europe, 2 semaines au Maroc. Enfin, j'ai toujours eu plein de projets à droite à Génial. gauche, bien rémunérés ou pas rémunérés ou moins bien rémunérés. Mais en tout cas, j'ai vécu des expériences folles. C'était ce que je cherchais. Mhm. À la fin de cette année, j'ai fait le bilan. J'étais presque au burn-out et je me suis Mhm. dit, OK, je vais pas dire que je suis trop vieux pour ces conneries parce que là j'avais 23 ans, mais par contre c'est pas viable sur le long terme. Ouais. Donc là va falloir se remettre en question, créer quelque chose,
qui dure sur le long terme, se poser plein de questions et voilà. Mais non, au début c'était ouais, vis ta vie, gagne juste ce qu'il faut Mm. et de toute façon il y aura toujours une solution, c'est pas grave. Mm. Maintenant je me mets un peu plus la pression. Ben, c'est sûr qu'il y a ce qu'on se projette comme étant l'entrepreneuriat parce que ben, on a des modèles Mais c'est ça. de réussite sur les réseaux sociaux, des choses comme ça qui sont d'ailleurs pas Puis toujours tout à c'est fait devenu réelles. très bullshit aussi. Voilà, exact. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas compliqué. Sur Insta, c'est une story sur deux, elle est Ouais, sponsorisée. Et quand tu t'intéresses un petit peu au contenu marketing ou quoi, t'as 90% de bullshit. C'est ouais, non, mais vas-y, suis ma formation pour gagner c'est 100 000 ça, euros par mois, c'est ça. etc. Et les gens tombent très vite dedans Bien aussi. sûr. Mais en fait, moi, je supporte plus Ben, ça. moi non plus, mais c'est un vrai Et fléau. j'essaye vraiment de chercher du contenu qualitatif, bah, soit en vous suivant vous, Mm. en regardant d'autres Si. agences marketing ou des gens où je sais que le contenu est bien, Mm. mais tu tombes toujours sur ces vendeurs de rêves. C'est C'est des ouais, périodes, mais bon, voilà. j'en parlais également le dernier podcast avec Sandro, c'est quelque chose qui m'agace. Donc ouais, ça me prend au trip tellement ça m'énerve parce que ça fait rêver les jeunes sur des choses qui n'existent pas. Tu vois, C'est ça. par coup de chance, tu peux peut-être lancer une petite formation qui va intéresser des gens et tu peux éventuellement y arriver, mais la majorité échoue Ah oui, mais et en plus, je ne suis pas contre le système de formation. Mm. Tu vois, au contraire, ça a des revenus passifs, c'est très bien. Mais le problème, c'est que ces personnes-là vont te former à gagner 100 000 euros par mois, sauf que ces personnes-là ne gagnent même pas elles-mêmes 100 000 euros par mois, ou alors elles le gagnent en te vendant ces Voilà, formations. exactement, c'est ça. Donc elles vont te vendre des formations sans valeur. Et ça, c'est là où est un peu plus le problème pour moi. Ah, c'est n'importe quoi. Donc là, on le disait en préambule, donc on est chez toi, on est dans ton jardin. Ouais, C'est très sympa, c'est un cadre un peu bucolique. Donc on a un peu de vent, on a un peu de la moustiquaire qui se balade et tout, mais c'est sympa. C'est les aléas. Donc du les coup, aléas du direct. Exactement. Donc du coup, tu bosses de chez toi. Et j'ai pu voir ton studio. Donc c'est là où tu bosses, où tu fais tes montages, etc. J'ai vu pas mal de matériel. C'est impressionnant. On voit plein de parapluies, plein de matos, etc. Genre, on se dit, oula, là, ça bosse ici. Mais il y a une question qui me vient, c'est comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie privée et ton travail quand tu es dans le même endroit? Parce qu'il n'y a pas de frontière. Tu vois, tu prends pas Ouais. ta voiture et tu. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à faire un switch. C'est-à-dire Mm. qu'une fois qu'on quitte le bureau ou peu importe, il n'y a pas un off qui se met. On Non, c'est continue là. clair. Ouais, ouais. Mais là, c'est encore plus complexe dans ton cas puisque tu es à l'endroit où tu travailles. Est-ce que tu as la tentation parfois de te dire, allez, je viens de finir le repas, je suis en famille ou quoi, allez, ouais, je retourne vite sur l'ordi, je termine. Ouais. Est-ce que tu as cette tentation? Comment tu fais pour avoir des silos comme ça, travail, vie privée? Alors c'était surtout le cas au début. Et je crois qu'à partir du moment où on a eu le local, j'avais commencé un petit peu à me dire, ok, le local, ça me permettait surtout de me dire, je vais au travail à telle heure Mhm. et je rentre après. Le problème, c'est que je commençais à me ramener du travail à la maison parce que j'aimais pas aller au travail. J'avais l'impression d'être employé dans ma propre boîte, chose qui n'allait pas, vu que Mhm. je voulais être à mon compte et Mhm. pas être employé. Ouais. Donc, ça faisait un bug dans mon cerveau, mais à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre des plages horaires. Euh, le gros avantage, c'est que du coup, ma femme avait lancé sa boîte et donc elle bossait en même temps que moi. Donc là, c'était très compliqué de mélanger le pro et le perso parce que bah, quand tu es deux entrepreneurs à la maison qui bossent à la maison, Mhm. ça devient un peu complexe. Et pour différentes raisons, du coup, maintenant, elle a repris un taf à plein temps à côté. Et du coup, bah, déjà, la journée n'est pas là. Mhm. Donc la journée, je bosse et donc bah, je mélange pas le pro et le perso. La journée, c'est le pro et puis bah, le soir et les week-ends, c'est le perso. Et tu arrives à couper. Et du coup, j'arrive un peu à couper. Moustiquaire. Ah, moustiquaire, moustiquaire. J'ai les aléas. C'est les aléas. Attends, je vais la refixer. Vas-y, je t'en prie, hein. Ouais, du coup, c'est toujours un peu compliqué. Mhm. Mais tu sais, il y a un truc qui est génial sur Apple, c'est les temps de concentration Ouais, ou quoi. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai programmé ces modes. ok. J'ai un mode travail, Mhm. et donc je reçois toutes les notifications par rapport au travail, etc. Mais le soir, je passe en ne pas déranger, tu vois. Ok, Dès 18 h, je suis en ne pas déranger. Et donc là, sur le mode ne pas déranger, j'ai mis toutes les personnes qui peuvent me contacter en favori. ok. Mais tous les numéros inconnus qui m'appellent ou quoi, du coup, ça tombe direct sur la boîte vocale. Le boulot, ça passe pas. Et donc le boulot, ça Ok. passe pas. En tout cas, sauf
si d'un coup je vois la notif ou quoi, je vois un appel, je me note de rappeler le Mhm. lendemain ou quoi. Les mails, j'ouvre plus. Ok. Donc ça déjà, ça me permet de Donc toi, bien la penser à autre chose. particularité, c'est que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Donc tu as commencé à bosser de chez toi, du coup de chez tes Ouais. parents. Oui, c'est ça. Ensuite, tu as pris un local. Ouais. Et ensuite, tu as décidé de faire quelques pas en arrière et revenir sur un mode hybride, donc de chez toi. C'est ça. En fait, d'abord j'ai commencé, j'étais dans ma chambre chez mes parents. Ensuite, on a eu un appart avec ma femme, du coup, j'avais mon bureau. Ensuite, j'ai pris un local et j'ai tout ramené à la maison. Quand on a déménagé dans une maison, j'ai tout ramené à la maison. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui font ça. Je trouve que c'est assez intéressant, surtout quand tu n'as pas une grosse équipe. Mais même, tu prends par exemple l'histoire du fondateur de Odoo, Oui. c'est un Belge. Lui, pendant longtemps, il avait dans son appart ses collaborateurs qui venaient, ses employés. Ensuite, il a Ouais. pris une ferme. Non, ça c'est quelque chose Et que je veux pas. Ouais. voilà, c'est particulier, mais bon. Mais c'est vrai que sinon, quand on n'a pas d'équipe, ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup plus maintenant. Bah voilà, généralement, bah, l'entreprise paye un petit loyer, etc. Ça Oui, bah permet c'est ça. aussi, c'est toujours intéressant, c'est un petit peu Bah, d'optimisation. je sais qu'un jour je retournerai dans un local parce Mhm. que j'ai la volonté quand même sur le long terme d'avoir une équipe, etc. Mais comme je l'ai dit, en fait, je me sens pas assez mature en termes d'entrepreneuriat Mhm. pour le lancer. Tu vois, il y a encore des phases où, par exemple, il y a des jours où j'ai pas du tout envie. Mhm. Si le patron a pas envie d'aller au bureau alors Mhm. que tu as ses employés qui y sont, je me dis, il y a peut-être un problème quelque part. Tu vois, Mhm. donc c'est que je suis pas encore prêt mais c'est pas grave, ça viendra un Après, jour, tu vois. pour moi, que quand tu dois aller au bureau parce que tu as des salariés, l'envie, c'est plus le sujet, t'as pas le choix, T'as pas le c'est la choix, mais c'est discipline. ça. Donc, mais bon, voilà, après, Mais c'est. j'aime pas ne pas, enfin, j'aime pas ne pas avoir le choix. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Mais en tout cas, ouais, bah donc tu arrives à faire ce Micmac. petit distinguo. Et du coup, bah, c'est quoi ton processus créatif déjà, bah, si on peut présenter rapidement ce que tu fais, donc on a compris que tu as démarré dans la photo et ensuite, ben, c'était plutôt la vidéo Plutôt la vidéo, ouais, c'est ça. qui t'a intéressé. Et du coup, tu m'as dit que tu as fait t'as un peu shifté, enfin, tu as un petit peu revu ton offre. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? De l'offre? De ce que tu De tout ça? fais, ouais, bah, après, on parlait un petit peu de ton processus créatif, parce que ça m'intéresse, mais Mhm. bah ouais, du coup, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ta proposition aujourd'hui Ouais. avec qui tu travailles, etc. Alors du coup, moi je travaille avec bah, tout type d'entrepreneurs. En Mm, fait, que ce soit des artisans, que ce soit des marques ou des plus grosses mm, entreprises, peu importe. Je pars du principe que c'est toutes les entreprises qui ont besoin de communiquer et envie de se démarquer en racontant leur histoire. mhm, Donc ça peut très bien aller de la création de contenu pour débuter, sur des petites entreprises qui débutent. Donc en fait, moi, je vais venir me déplacer tous les mois, créer du contenu photo et vidéo à forte valeur ajoutée, où l'objectif, c'est pas juste de... Il y a plusieurs agences qui font ça, mhm, et du coup, c'est des très bons contenus, tu sais, où tu viens, tu poses ton trépied, etc. Mais je suis vidéaste, j'ai envie d'amener cette créativité. Et donc, moi, j'ai vraiment vu que ces entreprises qui me font confiance, elles se démarquent avec leur personal branding, tu mhm, vois, et pour augmenter leur image de marque. Donc, on va créer beaucoup de contenu mhm, très visuel et très qualitatif aussi, où l'objectif c'est qu'ils se démarquent sur les réseaux sociaux parce que bah, en fait, tous ces contenus quali que tu vas faire pendant les 3 à 6 mois, c'est un peu la perception que ses clients à lui vont avoir mhm, sur l'image de marque. Et donc tu peux pas te positionner comme marque de luxe par exemple si tu fais du contenu bateau mhm. ou pas très beau avec ton téléphone. Tu vois. Donc tu fais un peu de DA, Donc voilà, j'essaie de chercher de la DA, du mhm, storytelling, surtout du storytelling, tu vois, mhm, et mélanger ça avec mes compétences. Donc ça, c'est pour toutes les entreprises qui ont besoin de se développer, développer leur image de marque. mhm, À côté de ça, tu as les publicités, où là, c'est quand tu as déjà une présence. Les marques qui veulent une pub dès le début, perso, moi, je ne le conseille pas forcément parce qu'ils ne vont pas réussir à mhm, bien la mettre en place, sauf si elles passent par des mhm. agences Donc marketing faire ou quoi. Donc un voilà, petit donc là, on clip va vraiment publicitaire. faire un clip, mais en respectant différents codes Mhm, marketing, tu vois, sur le storytelling toujours. Après, quand ils sont vraiment bien en place, généralement, les documentaires, ça vient au bout de 5, 10, 20 ans d'entreprise, si c'est pas plus, où là, on va raconter toute l'histoire de la boîte. Mais moi, je fais pas, j'ai pas pour vocation à faire des documentaires que tu peux voir à la télé ou quoi. J'ai vraiment cette direction artistique type Netflix, mhm, Prime Video ou quoi. C'est ok. toujours axé sur le storytelling, mais essayer d'engager avec de très très belles images,
le storytelling du coup en posant Ah. les questions sur On a de nouveau là. de nouveau le vent. Ah C'est bien, en fait, c'est le premier enregistrement qu'on fait en dehors de chez nous. Donc ça nous met tout de suite en condition et en test. Bon, Ça, c'était une moyennement bonne idée du coup là. c'est pas grave. Mais donc ouais, les documentaires du coup ce sera beaucoup plus raconter l'histoire de l'entreprise. Et Mhm. donc ça marche bien sur les soirées anniversaires par exemple. Ou en fonction même du domaine, hein, tu vois, par exemple, il y a des sportifs ou des restaurants qui ont fait appel à moi. Bah là, du coup, c'est pour envoyer des documentaires en festival, Mhm. toujours accroître l'image de marque. Et maintenant, du coup, dernièrement, il y a les podcasts. Ok. Là, du coup, c'est pour faire venir des gens raconter Mhm. leur histoire et te placer un petit peu comme expert de ton domaine. Tu vois, Ok. c'est continuer et ça te Mhm. permet de créer du contenu. Un podcast d'une heure, ça te fait je sais pas combien de petits épisodes de Mhm. 1 minute 30. Et donc, voilà un petit peu les offres que je propose. En tout cas, Excellent. les principales offres que je propose. Ok. Ouais, donc du coup, ton podcast s'appelle Frame. Frames. Je le dis à l'anglaise, t'as vu? Ouais, Frames. avec Je peux l'accent le dire qui à va la bien. française, je vais dire Frame. Frame. Du coup, sur ce podcast, comment est-ce que tu choisis tes invités? Est-ce que c'est un produit de ta boîte? C'est-à-dire, en gros, c'est une presta. Donc, tu t'invites sur le podcast et vous faites un échange. Ou est-ce qu'il y a une volonté de faire de la création de contenu plus pour toi, pour avoir une communauté ou pour être Ah visible? non, c'est clairement la volonté de faire de la création de contenu. Au début, j'ai commencé avec les personnes proches que je connaissais. Ça me permettait de lancer. Mhm, J'ai toujours une liste longue d'invités. C'est juste que j'ai pas encore pris le temps de refaire des tournages. mhm, Mais vraiment, l'objectif de Frame, c'est de parler des entrepreneurs créateurs de contenu, mais qui ont une double vie. mhm, Tu vois, notamment, toi, tu es dans la liste aussi, tu vois, tu mhm, es multipreneur. mhm. Je sais Ouais, pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, tu ouais, as c'est ça. plusieurs boîtes et tout. Ouais. En fait, l'objectif, c'est de montrer que en fait, la plupart des entrepreneurs, ils ont tous, entre guillemets, quand je parle de double vie, c'est Mhm, d'autres activités. mhm, Tu vois, j'ai Marion, ma coach, du mhm, coup, elle est photographe. Mais à côté de ça, elle est directrice artistique sur la compagnie de danse Dare to Dance, mhm, tu vois, qui fait du hip-hop, qui fait des mhm, grosses scènes, etc. À côté de ça, j'ai interviewé une chargée de com qui est en auto-édition et qui vend, entre guillemets, plusieurs centaines de livres par mois. mhm. Donc il y a ça. Et l'objectif, c'est ça, c'est de montrer que les personnes créatives ou qui ne cessent jamais de réfléchir en fait constamment et qui lancent plein de projets, Excellent. c'est plus de connaître ces personnes-là, tu vois. Top. Du coup, on invite ceux qui sont en train d'écouter ce podcast ou de nous regarder avec tout le vent et tout ce qui se passe. Allez écouter ton podcast Volontiers. Disponible Frames. sur Spotify, Deezer et YouTube. Magnifique. Euh, et apparemment, tu es pompier volontaire. Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que du coup, ça fait beaucoup de boulot en plus. Je veux dire, entrepreneur, ça prend déjà du temps. Où est-ce que tu allais Euh, trouver cette info? Écoute, on a des infos. Parce que j'en parle, mais très peu quand même. J'ai commencé les jeunes sapeurs-pompiers à 13-14 ans. Mhm, J'étais en quatrième. Mon meilleur ami m'a dit ouais, viens essayer et tout. Non, j'ai pas envie. Mais bon, comme il y est allé, j'y suis allé. J'ai kiffé. mhm, Et je me suis dit, bon, vas-y, à 16 ans, tu as le brevet des cadets, donc tu as passé ta formation secours à personne. mhm. À 16 ans, j'arrête. Bon, à 16 ans, j'ai signé mon engagement, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à Ok. sortir en intervention. C'est mes parents qui m'emmenaient en intervention Mhm, jusqu'à ce que j'ai le permis. Et voilà, depuis, je suis passé caporal-chef l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Volonté de quand même continuer mhm, à évoluer. Et en fait, le gros avantage où là, je trouve mon compte en fait dans cette caserne, c'est que c'est par équipe de garde. Donc là, c'est pendant les week-ends et les mhm. soirs de la semaine. Et à côté de ça, en journée, c'est pendant tes dispos. Ok. Donc en fait, quand tu es à la maison ou quoi, tu peux te mettre disponible. Mhm, Et donc s'il y a une intervention, tu sors. Il faut quand même savoir qu'on est une moyenne grosse caserne. On fait 1000 à 1200 inter par an. ok. Il y a des casernes qui en font 100, entre 100 et 300. Tu vois, ça, c'est vraiment des Ok. petites casernes. Voilà. Nous, on n'a pas de garde active, mais on fait pas mal d'inter. Et en fait, moi, ça me permet notamment de sortir de la tête du boulot. Mhm, J'ai quand même des grosses responsabilités maintenant, entre guillemets, parce que je suis formateur jeune sapeur-pompier, je suis chef d'équipe incendie. Enfin, du coup, voilà, je prends du galon, etc. Et comme dit, si je sors en intervention pendant que je suis en retouche ou en montage de la journée, c'est pas grave, je prolonge le mhm, soir parce que même si le soir c'est le temps perso mhm. avec ma femme, etc., comme on n'a pas les mêmes horaires et qu'elle va au lit un peu plus tôt,
bon, bah, quand elle est au lit, hop, je retourne travailler, tu vois. C'est exceptionnel, c'est quand ça arrive. Généralement, j'arrive à mélanger comme ça. Ça veut pas dire que je vais sortir tous les Mm. jours non plus. Là, je pense que dans ce cas, faudra lever le pied un petit peu. Mais ouais, ça fait maintenant du coup 11 ans, depuis 2013. Et est-ce que tu vois Ouais, est-ce que tu 13-14 vois ans. un lien entre ton engagement en tant que sapeur-pompier volontaire et l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets en parallèle ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt quelque chose qui te permet on va dire, de t'extirper du quotidien de l'entrepreneur? Ouais, je pense que je le prends plus comme ça, parce qu'il y a l'adrénaline. Mhm. Et si tu mets tout mis bout à bout, euh, de base, je suis entrepreneur parce que je voulais pas recevoir d'ordre d'un chef Mhm. d'entreprise et je voulais être libre. Mhm. Bon, à la caserne, c'est militaire, donc tu as des chefs et des surchefs, Mhm. etc. Tu as plein d'ordres. Mais ouais, il y a cette bonne ambiance, il y a cette famille, ils m'ont vu grandir. C'est ce qui fait aussi que j'ai été mature aussi par rapport à certains camarades de classe ou quoi, Mhm. beaucoup plus tôt. Bah, mine de rien, quand à 16 ans, tu commences à sortir en intervention, bah, ah, t'es dispo pour Mhm. aller boire un verre et tout? Bah non, désolé, je suis Mhm. de garde ce week-end et tout, tu vois, je sors en intervention. Tu vois, et en fait, tu es payé par intervention. Mhm. Donc en fait, dès mes 16 ans, j'ai commencé à travailler, que ce soit bah, l'été à la mairie ou avec les pompiers par intervention, tu vois. Et, euh, et ouais, ça me permet de m'extirper de mon quotidien, de penser à autre chose. Ouais, c'est clair, quand il y a des fois où ça va pas forcément avec le boulot ou Mhm. quoi, ouais, je suis content de retourner à la caserne, voir du monde, parce que bah, mine de rien, je bosse tout seul. Donc, Mhm. à part mes deux chats qui sont avec moi toute la journée, je vois personne. Mhm. Sauf si je suis en tournage ou quoi. Donc, ça me permet de voir du monde, de sortir la tête du travail et d'apprendre d'autres choses, parce que du coup, bah, on est 40 à la caserne. On voit souvent les 20-25 même. Mhm. Donc là, c'est pareil, tu as encore des histoires différentes, parce que bah, on a tous deux jobs. Mhm. Ouais, Et en c'est vrai fait, que ils pourraient tous passer dans mon podcast, tu vois, par exemple. ouais, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, tu décides de te lancer en entrepreneuriat pour casser les règles, pour avoir personne au-dessus et pour faire ce que tu veux quand tu veux. Et en parallèle de ça, tu t'es engagé effectivement dans un milieu où tout est Ouais. millimétré, ordonné, il y a, tu dois respecter les ordres, les règles, sinon ça tourne mal. Ah bah sinon ça tourne mal, autant que ce soit sur intervention ou même qu'en Mm, caserne, tu mm. vois. Faut pas que ça tourne mal. Bah, c'est super intéressant. Et du coup, bah, tu as expliqué, tu arrives à faire cohabiter on va dire ta vie de sapeur-pompier volontaire et ta vie d'entrepreneur. Où est-ce que tu as le plus peur? Est-ce que c'est quand tu pars en intervention ou est-ce que c'est quand tu es dans ton lit le soir et que tu dis putain, est-ce que j'ai assez de contrats pour le mois prochain? Ça m'intéresse. Je pense que ça dépend vraiment des moments. Tu vois, dans l'année, il y a des phases où je vais pas avoir cette question de contrat qui se pose parce qu'en fait, je vais être blindé, Mhm, tu vois. Euh, et après, au contraire, il y a des fois où je vais beaucoup plus me poser cette question et quasiment pas dormir, tu vois. mhm, Mais il y a quelque chose que je fais chaque année, ça c'est dès le début. C'est chaque fin d'année, je fais une introspection sur qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que je dois absolument pas refaire. mhm, Tu vois? Et là, du coup, bah, tu vois, cette année, j'ai enfin mis en place un CRM. Ce qui est dingue, c'est que depuis mhm, 2019, je l'avais jamais fait mhm, avant, tu vois. Mais parce que j'ai eu un moment ce manque de clients, et ça veut pas dire que j'ai faim mhm, ou quoi, tu vois, mais c'est que j'ai une entreprise à faire tourner et que je veux perdurer et que bah, l'expérience client passe avant tout. Et ça, c'est quelque chose que je pensais pas avant. mhm, C'était vraiment, je faisais juste de belles vidéos et puis voilà. mhm, Au fur et à mesure, j'ai développé l'offre et maintenant, je m'attarde beaucoup plus sur le client. Mais oui, du coup, il y a des mois où je vais pas avoir cette question sur est-ce que j'ai assez de clients ou quoi, je vais être bien. Et c'est peut-être dans ces moments où je suis trop bien, où je suis peut-être le plus vulnérable, parce qu'en fait, je suis tellement bien que je pense pas à après, tu mhm, vois. Et donc maintenant, il va falloir que même quand je suis bien, que je continue à penser mhm. à après. Mais ouais, il y a toujours des phases où d'un coup, ça va péter le Mais il feu. faudrait pas faire le pompier, c'est-à-dire il faudrait pas venir éteindre les flammes. Il faut essayer de les prévoir un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Ouais, Réussir à prévoir l'incendie. ouais, c'est ça. C'est toujours compliqué quand on est entrepreneur, bah, justement, de prévoir ces phases-là parce que, effectivement, quand tu commences à voir que tu as une baisse d'activité, c'est presque trop tard. C'est ça. On dit toujours que c'est quand tout va bien qu'il faut aller chercher du boulot parce que tu es relax. Mm. Tu es relax, t'as pas Bah, c'est ça. faim, donc voilà, tu peux. C'est ça. Et ça, je m'en rends compte cette année, au bout de Mm. 6 ans, tu vois. Et du coup, Mais mieux vaut tard que jamais. mais du coup, tu vois, je trouve que quand tu es entrepreneur, le manque de business, c'est une peur, mais je trouve que
il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a parfois, tu as peur de est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais vraiment Ah oui. Ah non, mais ça, c'est clair. Après, comme je t'ai dit, moi, je me battrai toujours. Et je pense que même si maintenant, demain, je vois que ma boîte, elle fonctionne plus ou quoi, je pense que je lancerai peut-être même autre chose, tu vois. Mm. Parce que j'aime vraiment cet état d'esprit d'entrepreneuriat et de devoir créer quelque chose et de devoir se concentrer ou quoi. Et tu apprends toujours de tes erreurs. Mais, euh, mais ouais, c'est clair. Quand tu vois que tu as une baisse d'activité, il faut se remettre en question. La peur, elle est constante. C'est ce que j'ai bien Mm. fait ou quoi, tu vois. Mm. Et voilà, faut évoluer avec. Ouais, c'est compliqué. Mais du coup, c'est C'est pas quoi toujours alors qui te fait facile. le plus peur? Partir en intervention? Non, bah, ce qui me fait le plus peur, du coup, mine de rien, c'est quand même de ne pas avoir de clients à la fin du mois. Tu vois. Tu vois, c'est incroyable. C'est quand même ce qui me fait le plus peur. En Alors fait, j'ai que pas peur. dans l'absolu, c'est irrationnel. Oui. Tu vois, c'est fou. Bah, en fait, là, tu vois, je suis en train de me former du coup beaucoup plus sur l'aspect démarchage. Mm. C'est pas une honte de devoir démarcher ou quoi, tu vois. C'est normal. Ça fait partie du Et tu vois, business. la phrase qu'on te dit à chaque début de cours, c'est en fait, tu es une putain d'opportunité. Tu Mm. vois, faut arrêter d'avoir peur de démarcher, c'est tu es une opportunité. Mm. C'est soit les gens ils saisissent cette opportunité, Mm. soit ils ne la saisissent pas. Et encore, un non aujourd'hui, ça veut pas dire qu'il va te dire non dans 3 mois. Bien sûr. Et en fait, dès qu'on m'a dit ça et qu'on me l'a expliqué, déjà ça fait prrr dans mon cerveau, Mm. tu vois. En fait, je me suis dit, oui, c'est irrationnel. Et comme tu le dis, c'est complètement irrationnel de se dire que tu as peur de pas avoir assez de clients, alors que je sais très bien la valeur que j'apporte et la qualité des contenus que j'apporte, contrairement à rentrer dans une maison en flammes. Alors après, je rassure tout le monde, l'activité incendie Mm. des pompiers, ça touche, c'est 10% de notre activité. Tout Ok. le reste, c'est du secours à personne, c'est des accidents de la route, des personnes Mm. qui tombent à terre, etc. Et après, tu as, une partie de secours diverses, enfin Mm. c'est les chutes d'arbres, etc. Mm. Mais ça n'empêche qu'on fait quand même des incendies, tu vois. Mm. Cette année, j'en ai déjà fait 4 ou 5, ce qui Mm. est peu hein, dans une Mm. activité de pompier pro ou quoi, mais ouais, j'ai plus peur de la fin du mois que Mm. de rentrer dans cette maison. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'y prends pour trouver tes clients? Est-ce que là, tu as dit, tu as commencé un peu à structurer, on va dire, ta démarche, c'est-à-dire, ben, on a discuté aussi en préambule, tu as créé Numérec, Ouais, donc, donc tu as productisé ton offre. tout à fait. Avant, ça c'était. Là, je vais te laisser raconter Le raconter? Ok. un petit peu comment t'es. Euh, Ah, du coup, on a. c'est vraiment quand il y a des petites rafales de vent, hein, c'est chiant, je suis C'est- désolé. Ah non, non, t'inquiète. Euh, Vas-y, vas-y, je t'en prie. du coup, il y avait vraiment plusieurs phases. Il y avait la phase Imagine Capture. Comme je disais, c'est vraiment quand je me suis lancé en parallèle de l'IUT. C'était Imagine Capture, c'était Imagine avec le A, c'était un 4, et Ouais, Capture avec un K parce que je m'appelle Kylian. tu t'étais amusé, quoi. Je m'étais amusé, je trouvais que ça faisait classe. Bon, autant dire que je me suis vite rendu compte que c'était pas classe quand les gens ne te trouvaient pas parce que c'était trop compliqué. Et quand à chaque fois que tu dis ah j'ai une boîte, elle s'appelle Imagine Capture, ah t'écris ça comment? Et quand d'un coup tu fais IM4, Ouais. ouais ok, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Après j'ai lancé Herbert Productions et au fur et à mesure j'ai lancé l'offre numérique qui à la base du coup était vraiment une offre de Herbert Productions spécialisée dans tout ce qui était documentaire haut de gamme. Mhm. Ça c'était l'objectif. En fait, j'ai tellement productisé cette offre et je l'ai tellement rendue haut de gamme qu'elle a pris le dessus sur la production. Mhm. En fait, les gens trouvaient le site internet numérique ultra quali. Moi-même, je le trouvais quali. Et Mhm. je pense qu'à ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte officiellement, mais je travaillais beaucoup plus sur le numérique que sur Mhm. Herbert Production. Et les gens, du coup, se disaient, ah, mais du coup, t'es Herbert Production ou t'es numérique? Et en fait, bah, moi, j'étais toujours là à dire, non, numérique, c'est le nom de l'offre. Pour moi, ça partait d'un très bon sentiment de vouloir productiser l'offre et lui donner un nom. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils se perdaient. Et comme j'étais beaucoup plus satisfait de la DA que j'avais sur le numérique, et ça me permettait d'aller plus loin aussi que le nom Herbert Production en tant que tel. Donc là, j'ai lancé numérique. Et donc maintenant, comment je trouve mes clients? Bah, déjà, je les démarche au téléphone ou par mail. Mhm. Mais il faut savoir que la plupart de mes clients, c'est du réseautage. Je fais 1 à 2 soirées de réseautage par mois. Et c'est surtout de la recommandation client. Ça fait 6 ans en fait que je vis de recommandation client. Ok. Et c'est à partir de maintenant où vraiment je me dis, bon, c'est bien la reco, mais j'ai aussi envie de me challenger et d'aller chercher les opportunités parce que il y a peut-être il y a peut-être des projets encore plus intéressants à aller Mhm. chercher, etc. Même si tous les projets sont intéressants. Donc je crée du contenu sur Instagram tous les mois où là j'essaie de développer un petit peu plus des revenus passifs.
Donc là, ma cible sur Instagram, ça va vraiment être tous les créateurs de contenu et aussi les entrepreneurs, mais principalement les créateurs de contenu, où je vais donner des tips tout Mm. simplement sur la structure d'un storytelling, enfin du storytelling, la direction artistique, Mm. etc. En backup, du coup, j'ai tous mes liens affiliés de mon matériel. J'ai une offre sur des presets de retouche, Mm. un espace sur Notion, etc. Où là, du coup, ça me permet voilà, de générer des petits revenus passifs. Mm. Pour l'instant, ça a généré zéro. C'est Mm. vraiment, j'ai lancé ça vraiment ce mois-ci. Ok. J'ai vraiment lancé ça ce mois-ci, mais l'objectif, c'est d'avoir un revenu un petit peu plus passif. Mm. Et après, j'ai vraiment le côté pro, où bah, là, du coup, j'ai vraiment boosté la DA de Numérec. J'ai regardé que ce soit cohérent en termes de graphisme. Je voulais un logo minimaliste qu'on peut voir du Mhm. coup ici et un logo où on voit vraiment tout. Je voulais que les couleurs, on ait vraiment l'impression d'être au cinéma. Donc on a vraiment une touche de bleu foncé Mhm. partout et un petit peu de rouge qui rappelle les sièges. Ça, c'est un petit tip, c'est ce que j'avais vu sur l'ADA Netflix. Ok. J'ai essayé de l'approprier avec mes couleurs et ce qui allait bien. Et après, bah, voilà, choisir les polices, etc. J'ai une amie qui était graphiste et Mm. qui a pu m'aider aussi par rapport à ça. Et j'essaie de travailler mon personal branding. Si on regarde les contenus que je publiais il y a 6 mois, un an, j'ai complètement évolué dans la manière de parler à la caméra, de présenter, même l'image, etc. Mm. Parce que bah, je me suis rendu compte, au début, je faisais pas trop attention, je postais une photo par-ci par-là. J'essaie d'avoir une stratégie, de raconter différemment, de publier différemment, parce que bah, c'est ma Mm. vitrine, mine de rien. Donc là, tu disais tout à l'heure que tu te formes pour aller démarcher. C'est super intéressant parce que, effectivement, bah, on sent que, enfin, on se rend bien compte que tu es un entrepreneur parce que tu as dit quelque chose qui le prouve. C'est que tu dis si à un moment donné ma boîte ça fonctionne plus, je créerai autre chose. Et je trouve que ça, c'est la différence entre quelqu'un qui a une passion, où il veut entreprendre dans sa passion, mais ça reste un passionné. Mm. Et c'est-à-dire que si à un moment donné ça marche plus, ben, il va retourner dans le salariat, c'est comme ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est résilient, qui subit plus les échecs et qui arrive à en faire des forces, tu vois. Ah bah, il y a Et beaucoup plus d'échecs que de réussites, hein. voilà, ça, en entrepreneuriat, c'est clair. Et on est toujours en train de brandir les réussites alors qu'on oublie qu'on a des dizaines d'échecs avant ça. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait de se former. C'est que je trouve qu'on ne se forme pas assez. Mm. Parce qu'au moment où tu démarres dans l'entrepreneuriat, après, bah, après, tu rentres dans un- Ah, bah, un dans un flux oui, c'est incessant. ça. T'es sur autre chose à faire, un peu de compta, un peu de machin, un peu de truc. Et du coup, se former, c'est quelque chose qu'on met un petit peu au second plan. Mm. Et je trouve intéressant ce que tu dis, c'est rare d'entendre quelqu'un qui dit je me suis formé à quelque chose où j'avais des lacunes. Ah ouais, en fait, Comme c'est vraiment si, quelque chose que je fais chaque année. ouais, c'est Chaque important. année, alors, Très bien. si je devais refaire mon parcours, je le referais tout pareil, avec quelques petits points différemment. Investir dans du matériel, c'est pas forcément le plus important, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'évoluer très rapidement. Là où j'ai commencé à ressentir des problèmes, c'est que bah, le matos, ça fait pas tout, c'est le storytelling. Mm. Donc, je me suis formé au storytelling. Tout ça, c'est bien beau, mais si tu sais pas démarcher, il y a un problème. Donc, je me suis formé au démarchage. Et en fait, chaque année, je prends une nouvelle formation technique Mm. ou peu importe, pour être au goût du jour et parce que j'ai plein de lacunes. Parce Mm. qu'en fait, j'ai vécu pendant 6 ans comme un passionné, Mm. mais aujourd'hui, j'ai vraiment la volonté d'être chef d'entreprise, Mm. tu vois. Et donc, ça fait 6 ans, chaque année, je me prends une formation Excellent. sur le storytelling, le marketing, le démarchage. C'est top. Et parce qu'effectivement, tu disais que la reco, c'était comme ça que tu t'es développé jusqu'à maintenant. Mm. La recommandation, c'est très bien, mais effectivement, on n'arrive pas à prédire C'est ça. le business qu'on va rentrer. C'est très Ouais, c'est sinusoïdal, fluctuant, ouais, c'est voilà, c'est ça. fluctuant. Alors que quand on a une machine d'acquisition, c'est-à-dire on sait faire pour faire de l'acquisition, etc., ben, on est plus serein. Est-ce que bah, tu disais que tu referais exactement pareil, mais est-ce que si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance là maintenant et qui voudrait faire un peu comme toi, ou pas forcément, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais pour réussir mieux ou plus vite que ce que tu as fait? Alors, je pense qu'il y aurait plein de conseils. Euh, D'investir sur soi, Mhm. donc par la formation. De rien, enfin de pas avoir peur de pas avoir peur d'investir, que ce soit Mhm. dans du matériel ou de la formation. Après, quand tu démarres, Mais tu n'as pas forcément les. bah, clairement, mais après tu vois, tu as du CPF ou en fait, si tu gagnes un petit, même si tu gagnes un petit peu, le réinvestir. Si tu as la possibilité de le Mhm. réinvestir, réinvestis-le, que ce soit surtout dans du matériel, mais surtout de garder un pourcentage de côté
pour les Mm. moments les plus durs, Mm. chose que je n'ai pas fait du coup Mm. pendant ces 6 dernières années, tu vois, où j'ai toujours tout réinvesti. Sauf que bah, quand d'un coup tu as un coup dur, là tu le sens. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment penser à mettre de côté et ne pas avoir peur Mm. d'investir sur soi et avoir confiance en soi et rien lâcher. En Mm. fait, la plupart des boîtes, je crois que c'est 80% des boîtes ferment la première année. Mm. C'est Mais en fait, terrible. c'est parce en un an, les gens ils te connaissent pas. Je Bah pense que oui. les gens ils te connaissent pas et du coup tout le monde échoue au Mm. bout d'un an en disant bah j'ai pas réussi ou quoi. Alors qu'en fait tout ce que tu avais à faire c'était te remettre en question sur ce que tu as bien fait et pas bien fait, faire un petit peu d'introspection, demander l'avis à tes clients passés, qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, tu vois, récupérer un petit peu l'avis des clients parce que c'est Mm. eux les premiers concernés, tu vois. Moi il y a quelque chose que je faisais pas au début, vraiment au tout début quand je me suis lancé, j'étais méga imbu de ma personne. Et Mm. c'est justement Marion qui m'a recadré, tu vois. Mm. Elle me fait non, mais en fait, arrête de croire que tu es le meilleur dans tout ou quoi. Tu vois, moi, il y a mes parents qui me disaient non, ça, j'ai pas compris ou quoi. Moi, je leur disais, ben non, mais de toute façon, tu t'y connais pas, t'es nul, tu vois. Alors qu'en Ah, fait, c'est mes parents les premiers ah bah oui. consommateurs, Ouais. tu vois. Donc, tu peux être le meilleur technicien possible si ta vidéo derrière, elle parle à personne, ou Ouais. ton contenu ou ton produit ne parle à personne, ça sert à rien. Bah oui. Donc, accepter la critique et ne pas avoir peur, en fait, de se remettre en question Mm. et d'écouter les autres, tu vois. Mais surtout d'avoir confiance en soi aussi, quoi. En fait, c'est vrai que la frontière entre la confiance en soi et le fait d'accepter la Ah, critique, elle est elle minime. est minime. Mais il faut arriver à la trouver parce que effectivement, si on écoute tout le monde, on fait plus rien. Ou alors on tranche pas et du coup C'est ça. c'est pas intéressant. Et en même temps, si on n'écoute personne, ben on peut se planter, on peut se prendre un mur. Donc effectivement, faut arriver Et tu à. vois, c'est ce que je disais, si tu t'entoures de personnes qui ont les mêmes valeurs que toi Mm, et qui sont même parfois plus avancées que toi, en fait, tu vas être la moyenne de toutes ces mm, personnes-là. mm. Et du coup, tu vas toujours être tiré vers le haut. C'est vrai, mais on peut revenir sur ça parce qu'il y a un truc qui est intéressant et je trouve que tu l'as justement dit et faut le redire encore. Je pense que quand tu veux arriver à un endroit dans ta vie, bah, là où tu te projettes, il faut t'entourer des 5 personnes ou des 10 personnes, peu importe, mais enfin un petit groupe de personnes qui sont à l'endroit où tu veux être. Ouais, Parce que c'est eux qui vont te tirer. Donc par exemple, c'est ce que toi tu as fait, tu t'es trouvé des mentors et c'est très bien. On sous-estime complètement ce principe de mentoring, surtout que c'est complètement gratuit. Enfin, bah je veux ouais. dire, il y a un Et je- feeling mais qui. je crois qu'il y a un truc, c'est typiquement français aussi. C'est la peur de demander de l'aide, Ouais, tu ça vois. c'est Alors que c'est exactement. très bien développé aux US Mm. ou dans d'autres pays, mais on a toujours peur de demander de l'aide. Mm. Alors qu'en fait, c'est absolument pas une honte. Bah, je trouve que demander de l'aide, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et dire je ne comprends pas, Ouais, réexplique-moi ou explique-moi, ça on ne le fait pas non plus. oui, c'est ça. C'est assez bizarre, Mm. alors qu'on gagnerait énormément de temps et on progresserait plus vite. Mais effectivement, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont là où on C'est le aimerait plus avoir, important. on aimerait Et je être. pense que même toutes les personnes qui vont commencer à réfléchir à cette phrase vont s'en rendre compte toutes seules. Mm, C'est si à côté de toi, tu n'as que des personnes négatives, mm, qu'est-ce qu'elles t'apportent ces personnes-là, à part de la négativité? mm, Ce qui fait que toi, tu vas être tous les jours négatif. ouais, Ou alors, tu vas être dans un bad mood. Ou alors, quand tu vas voir ces personnes, c'est Pff, ouais, je vais encore l'entendre se plaindre. Même mm. si tu aimes beaucoup cette personne, tu vois, Ah, je suis d'accord. qu'est-ce qu'elle t'apporte, tu vois? Euh, et c'est pas égoïste ou enfin, ou profiteur ou quoi, Mm, peu importe. Non, c'est juste le bien-être mental mm, est ultra important mm, quand tu es entrepreneur. On n'en parle clairement pas assez. mm, Tu vois, j'ai une amie qui est graphiste qui a pris la décision d'aller voir un psy. mm, Et bah, c'est pareil, c'est pas une honte d'aller voir un mm, psy et de clairement. dire que ça ne va pas, et pourquoi ça ne va pas, Mm, etc. C'est ultra important quand tu es entrepreneur parce que tu te sens souvent seul et quand tu es entouré des bonnes personnes, bah, que ce soit d'autres confrères du même milieu que toi ou juste d'autres confrères, enfin, ou juste d'autres entrepreneurs, bah, en fait, ils sont sûrement passés par ces exactement. étapes-là et donc elles vont pouvoir t'aider à sortir de Et, là. chose intéressante en entrepreneuriat, c'est que c'est soit tu es au bord du burn-out, soit tu es dans l'euphorie totale, Ouais, il n'y a pas de juste et il n'y milieu. a pas le juste milieu, quoi. Et je trouve que l'entrepreneuriat a ça de particulier que d'un jour à l'autre, bah, tu peux être soit dans, comme je disais, une euphorie totale parce que tu as rentré un super contrat, parce que ça a bien marché sur ce projet et tout. À Complètement. l'inverse, tu regardes ton compte, tu te dis putain, je me suis pris Ah le ouais, prélèvement de l'URSSAF, le truc que j'avais pas prévu, ma trésorerie elle est à mal, et là, c'est t'es exactement au ça. bout du rouleau, quoi. C'est Et, exactement ça. et effectivement, parler avec d'autres entrepreneurs, un jour, j'ai discuté avec un entrepreneur, un type incroyable, qui était PDG d'une boîte qui avait je sais pas combien de salariés, qui faisait des millions et tout, qui a tout lâché. Bref, il a fait une reconversion professionnelle. Il Euh, faut oser aussi. faut oser, effectivement. Et j'étais tourmenté comme ça et tout.
Et donc, sur une des structures que j'avais un petit problème de trésorerie et du coup, je me suis retrouvé en découvert. Mm. Ce que j'ai pas l'habitude, puisque j'ai jamais été en découvert sur aucune boîte et du coup, c'est quelque chose de bizarre, tu vois. Et je lui ai dit, putain, je suis pas bien là, j'ai eu des ruptures conventionnelles, donc ça m'a coûté un peu d'argent, j'ai dû sortir de la trésorerie, je fais des investissements, j'ai mal géré et je suis un peu dans un cave. Et il me dit, t'aurais besoin de combien pour ça? Et je dis, 3, 4 000, allez, 5 000 euros. Et il pouffe de rire. Quoi. Il me dit, attends, tu te plaisantes, quoi. Il me dit, mais c'est rien du tout, ça. Ouais. Et tu dis, c'est rien du tout, détends-toi, c'est normal dans la vie d'une boîte. Mais c'est ça. Vu le chiffre d'affaires que la boîte, elle fait, c'est juste normal. Donc, il m'a permis, j'ai travaillé sur le sujet, etc. Mais il m'a permis d'être beaucoup plus détaché Ouais. sur le principe d'avoir à un moment donné son compte un peu dans la cave. Moi, c'est ma banquière qui me l'a dit. Ouais. C'est à un moment, tous les mois, je me retrouvais à découvert. Pas de beaucoup, hein, 500-600 balles à découvert ou quoi. Et c'était souvent parce que les clients payaient pas à temps. À un moment, je me suis dit, ah, ça va me poser problème et tout. Et un jour, la banque, elle m'appelle. Je me suis dit, oh là là, je vais me faire défoncer. Ah, c'était absolument pas pour ça. C'était pour que je signe un papier et tout. Et du coup, je pose la question. Et elle me fait, oh, mais non, mais vous êtes bien, c'est normal. Enfin, vraiment, c'est exactement ce que tu dis. C'est normal. Pour une boîte, c'est normal. C'est pas grave, en fait. T'as un découvert autorisé. Enfin, je veux dire, et dans tous les cas, je régularise, tu vois. Ouais, mais de toute façon, il y a. Et c'est fluctuant, il y a des mois où Exactement. c'est très très bien, Ouais. il y a des mois où c'est un peu moins bien. Et en fait, du coup, la banque, pour elle, c'est OK. Et quand tu as des clients qui ok. mettent un peu plus de temps à te régler, ben forcément. C'est ça. Puis après, il y a deux types de prestataires. Il y a ceux qui font facturer pour le retard. Et ça, c'est quelque chose que je pense pas forcément à faire. Parce que je pars du principe, pour 1 ou 2 mois de retard, ça fait chier, c'est clair, ça fait chier, ça peut te mettre dans le mal ou quoi. Mais je vais pas payer un médiateur, envoyer une lettre recommandée ou quoi. Alors ça dépend des projets, hein, c'est sûr. Si c'est des très très grosses factures, je le ferai dans tous les cas, même si ça me reviendra plus cher à la fin parce qu'il faut pas se faire manger, il faut se respecter aussi, tu vois. Mais, mais c'est quelque chose que j'ai pas encore eu besoin de faire non plus, tu vois. Et Mais par contre, ça me met dans le rouge, payez à temps, d'accord? ouais. Payez à temps vos prestataires. Est-ce que comment est-ce que tu as c'est un sujet qui m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer, etc. Euh, c'est comment est-ce que tu as fait ta tarification la première fois? Est-ce que tu l'as fait à l'heure? Est-ce que tu l'as fait au forfait? Ouais, je l'ai fait à la one again. Ouais. Ah, vraiment, je l'ai fait à la one again. Parce que je partais du principe, j'ai fait mon étude de marché, j'ai regardé un petit peu combien les autres prestataires facturaient. Et moi, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais pouvoir vendre une prestation pareille. Les gars, ils ont 10 ans de boîte, Mhm. et certainement plus s'ils étaient employés avant. Moi, j'arrive, j'ai pas de portfolio, j'ai que dalle. Jamais de la vie, je serais accepté à ce prix-là. On fait ou on fait pas. Je suis parti du principe, ok, je vais faire une offre corporate, je vais aller filmer dans 2-3 endroits que j'aime bien, 2-3 personnes que je connaisse bien. Je leur offre la vidéo gratuitement. Je suis vachement pour le travail gratuit, limité, d'accord? C'est à un moment, faut pas en abuser non plus. Ouais. Le travail gratuit, c'est bien, ça te permet d'avoir justement ce portfolio, de tester. Mhm. Aujourd'hui encore, ça m'arrive de tester. Tu vois, Mhm. par exemple, les podcasts, j'ai le mien Mhm. et je l'ai fait au Startup Weekend. Ouais. Enfin voilà, tu vois, il y a des trucs, ça permet de tester sur le terrain et donc ça, gratuitement, c'est bien. Mais une fois que tu as testé ton idée, il faut la vendre. Bien sûr. À partir du moment où je l'ai vendu, je regardais le temps passé, l'expérience qui du coup n'était pas forcément là et j'ai donné mes premiers prix. Ça a permis d'évoluer comme c'est parce que ben, directement je me dis, de toute façon, aucune boîte passera par mes services, sachant que je n'existe pas. Un an de boîte, j'existe pas. Et en fait, chaque année, j'évolue petit à petit parce que bah, j'ai des clients de plus en plus prestigieux, j'ai du travail de plus en plus, enfin, j'avais plus en plus de travail, de gros contrats, etc. Donc, bah, forcément, l'expérience vient et puis voilà, tu vois. Mais au début, je trouve que c'est compliqué. Surtout qu'en plus de ça, il y avait le facteur âge qui rentrait en compte. Tu vois, genre, je lance ma boîte, j'ai 18-19 ans. Je peux pas me permettre de vendre une vidéo sur le même prix que quelqu'un qui est là depuis des années, tu vois. Maintenant, ça fait 6 ans, je suis beaucoup plus au clair avec ça et j'ai beaucoup moins peur de donner mon prix, quitte à avoir un nom. Parce qu'en fait, prendre le risque, prendre un risque, c'est minime. Enfin, prendre le risque d'avoir un nom, c'est entre guillemets prendre le risque d'avoir 4-8 derrière, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je suis en accord avec mes prix. C'est sûr que quand j'ai débuté, c'était compliqué, tu vois. Parce que je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais pouvoir vendre ça. Même si je connais la valeur du marché ou quoi, c'est comme les vidéastes de mariage ou quoi, je sais exactement que ça vaut ce prix-là. Mais moi, j'aurais été incapable de vendre ce prix-là parce que moi-même, je trouve ça cher, tu vois. Et est-ce qu'il y a des projets que tu as refusés
parce que artistiquement tu t'y retrouvais pas ou est-ce que ça t'est jamais arrivé? Si, ça m'est arrivé, bah, par exemple, je fais pas de mariage et donc j'ai souvent des prestataires, enfin j'ai souvent des gens qui viennent me demander si je fais des mariages ou quoi. Donc ça, c'est des projets que je refuse. Euh, Sauf exception où d'un coup j'ai un confrère qui fait du mariage et qui a besoin d'un autre cadreur, Mm. voilà, je vais aider. Ou alors si cette personne-là, du coup, a un imprévu, bah, je vais aider, ça m'arrive du coup Mhm. d'en faire quelques-uns. Mais alors ça, sinon, je refuse ce genre de prestations. Ça m'est déjà arrivé, par contre, c'était complètement dans mon domaine, mais j'ai refusé parce qu'il n'y avait pas le feeling avec le client. Ok. Et je me suis dit, si je sens pas déjà le rendez-vous, je me vois pas travailler avec cette Mm. personne. Mm. Parce que si moi-même je me sens contraint, je vais pas être créatif, je vais pas avoir l'envie, et en fait, il n'y a rien qui Mm. va bien se passer. Et donc, je pars toujours du principe que si j'ai un feeling avec la personne et que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que après ça se passe mal. Et donc, il y a de fortes chances que le client soit content. Mm. Si j'ai pas le feeling mais que je fais quand même la presta, Ça peut coincer. un commentaire négatif est plus vite arrivé sur Google Mm. qu'un commentaire positif. Mm. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'essaie toujours de. C'est ce que j'expliquais à une personne que j'ai rencontrée cette semaine. Moi, je fonctionne avec un triangle. En fait, Mm. j'ai trois cases à cocher, entre guillemets. Enfin, j'ai deux cases à cocher sur les trois à chaque fois. C'est la case du budget, la case des contacts Mm. et la case du kiff. Si j'en coche au moins deux, je Quand fais tu le dis des projet. contacts, c'est. En fait, un projet peut ne pas être très bien payé. Mm. Si derrière, je kiffe le projet et que cette personne a beaucoup de contacts ou de relations, Mm. et que je sais que, enfin, quand je parle de ça, c'est soit je sais que je vais être mis en contact avec des Mm. personnes, Ok. soit je sais que la vidéo va être vue par plusieurs milliers de personnes, Mm. entre guillemets. Si ça m'apporte quelque chose, je fais le projet. Ok. Euh, Même s'il n'y a pas forcément le budget, derrière, je sais que je coche au moins Mm. deux cases, je vais kiffer et ça va quand même m'apporter quelque chose. Derrière, il peut y avoir le budget, il peut y avoir les contacts, mais pas forcément le kiff, mais c'est pas grave, parce que bah, à un moment, ta Mm. boîte, elle doit quand même vivre. Et derrière, bah, l'autre case, c'est bah, je peux très bien kiffer le projet et c'est très bien payé, même si derrière, il n'y a aucun contact. Tu vois, Mm. j'essaie toujours de cocher deux de C'est ces cases. intéressant. Super intéressant J'essaie comme toujours de approche. Ouais. cocher deux de ces cases. Tu vois. C'est Super. quelqu'un qui me l'a appris et depuis, j'essaie vraiment de fonctionner comme ça. Et en fait, du coup, bah, même moi, je me sens beaucoup plus en adéquation avec mes Mm. valeurs quand je travaille sur un projet, du coup. Ok. Donc numérique, c'est. Moi, je pensais que c'était ta. Je pensais que tu avais renommé ta boîte numérique. Ouais, bah, maintenant, aujourd'hui, c'est le cas. C'est vraiment, Ok. j'ai renommé la boîte. Donc maintenant, ta boîte, c'est numérique. Et donc, on fait appel à toi si on a des besoins en termes de vidéo, création de contenu pour les réseaux sociaux, C'est ça. vidéo corpo, petits clips, etc. Est-ce qu'il y a tu peux rapidement comme ça nous donner un peu, voilà, si demain on t'appelle, on passe par ton site, on dit bon, je veux faire appel à tes services, comment ça se passe un peu, c'est quoi le processus? Alors, maintenant, j'ai mis justement ce tunnel en place. Le processus, c'est d'abord le premier rendez-vous. Mm. En fait, si tu m'appelles ou quoi, je vais essayer de te caler un rendez-vous par visio. Ce Mhm. sera 1000 fois plus simple parce qu'en fait, là, au téléphone, tout de suite, j'ai pas forcément de quoi noter sous la main. Mhm. J'étais peut-être en train de faire quelque chose, donc je vais pas être 100% concentré Mhm. sur toi. Donc le premier truc que je fais, c'est soit on se cale un rendez-vous direct, soit je t'envoie le lien Calendly pour que Mhm. tu puisses poser sur ta date. On se fait une visio où là, je vais vraiment me concentrer sur bah, déjà qui tu es, Mhm. c'est quoi ta boîte, qu'est-ce que tu fais, enfin qu'est-ce que tu vends, à qui, comment, euh, quels sont tes besoins, Mhm. quels sont tes besoins en communication, qu'est-ce que tu as déjà. euh, et bah, pourquoi tu me contactes, Mhm. qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, quels sont les objectifs de cette vidéo. Mhm. Parce que par exemple, si justement, je le disais avant, si tu débutes et que tu veux une publicité, est-ce que bah, moi je vais être en train de t'aiguiller, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une publicité ou est-ce que vaudrait mieux que tu t'axes sur cette chose-là ou quoi. Je vais essayer de mettre un petit peu de conseils là-dedans. Et après, bah, si ça a matché ou quoi, j'envoie une proposition commerciale. De cette proposition commerciale, en découle du coup forcément un devis qui est signé ou pas. Une fois que le devis est signé, si on a eu une rendez-vous en visio et pas en physique avant, je me déplace au moins une fois chez le client pour m'imprégner des lieux. Mhm. Euh, Parce que bah, ça me permettra d'être créatif, ça me permettra de savoir un petit peu dans quelles conditions j'ai envie de tourner, où placer les lumières, la direction artistique que j'ai envie de donner, etc. Euh, et ensuite, de ce premier, du coup, de cette première visite, va commencer tout le travail de storytelling, direction artistique, etc. Je vais faire des mood boards, Mhm. je vais regarder ce qui marche bien. Si le client a des inspirations, il me les envoie aussi. Ça Mhm. me permettra de voir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Mhm. Parce que tiens, il y a des contenus très posés ou il y a des contenus très dynamiques. Mhm. Ça me permet de le savoir aussi. Ensuite vient la phase de tournage, sur une demi-journée ou une journée.
du coup, je crée tout le contenu. L'avantage, c'est que la manière dont j'ai de tourner les vidéos, t'as pas de script à apprendre. En fait, Ok. entre guillemets, on l'aura travaillé ensemble, je l'aurai travaillé 100% moi, mais je vais arriver, je vais te dire, mais de toute façon, c'est une ou deux phrases par plan. Mm. Donc toi, tu as juste une ou deux phrases à retenir. Et Mm. encore, si tu n'as même pas à les retenir. Le but, c'est que ce soit le plus naturel possible, le plus authentique. De toute façon, tu sais exactement de quoi on va parler parce que je t'aurais envoyé toute la stratégie Mhm. avant. Donc, tu sais exactement de quoi on va parler sur la vidéo. Et il n'y a personne de mieux placé que toi pour parler de ton projet ou de ton produit. Après vient la phase de montage, où bah là, du coup, je vais monter toutes les vidéos. Et ensuite, j'ai un espace client sur WeTransfer où, du coup, le client va pouvoir retrouver toutes ses photos et ses vidéos. Et il faut savoir que le plus que j'ai, c'est que, en fait, moi, sur ma gestion de projet, je sais exactement où j'en suis. Et en fait, j'envoie un mail à chaque étape du projet. Comme ça, le client exactement sait où son projet en est. Donc, dès que j'ai le mood board qui est fait, le client a le mood board dans sa boîte mail. Mhm. Idem pour la stratégie et idem pour les montages et la facture à la fin. Ok, Voilà un petit peu cool. le process. Donc Et dans, après, forcément, 2-3 semaines après, je contacte pour. Enfin, j'essaye, tant bien que mal, d'y penser sur est-ce que ça s'est bien passé. petit débrief quoi. Petit débrief, quoi. Ok. Super intéressant. Du coup, question que je me pose, j'aime bien poser aux invités. Bah, du coup, c'est moi qui ai invité chez toi, mais aux invités sur le podcast. Euh, Tu t'imagines comment dans 5 ans? Est-ce que tu as une vision du développement numérique? Est-ce que c'est dans des locaux avec un studio, des collaborateurs? Est-ce que c'est toujours chez toi? Est-ce que Ouais. tu t'es donné un cap? Bah, justement, je suis en train de réfléchir de plus en plus à cette vision, comme je te disais avant. Dans 5 ans, je me vois avec une petite équipe. Mhm. Je veux pas forcément construire une grosse équipe. Enfin, en tout cas, à moins que les besoins évoluent au fur et à mesure, mais j'ai pas envie d'évoluer avec une grosse équipe. Des petits locaux. Je me suis rendu compte qu'avoir un studio à proprement parler directement, ça m'est pas forcément utile, mais par contre une salle de podcast parce que j'aime Mhm. toujours recevoir les gens et un open space parce que ça c'est cool quand même. Mhm. Et toujours les mêmes types de projets. Donc des documentaires, quelques-uns dans l'année qui nous permettent de découvrir bah voilà, des personnes, des histoires tout aussi fantastiques les unes que les autres, des clients engagés. J'aimerais de plus en plus aller vers ça. Alors après, forcément, c'est compliqué, mais au moins un ou deux clients engagés, ça pourrait être intéressant parce que j'ai quand même envie, j'ai quand même cette sensibilité-là. Ok. Engagé écologiquement Ouais, ou écologiquement ou humainement parlant, socialement? Ok. ou socialement, voilà, j'aimerais bien. Qui ont une Alors, démarche RSE quoi. qui ont une démarche RSE. Alors après, Ok. voilà, c'est toujours hypothétique, Oui, 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 bien sûr. mais voilà. Tu vois, que ce Excellent. soit à faire, parce que j'ai fait des raids humanitaires. Mhm. Je suis très content. Et voilà, du coup, ça me tenait à cœur. Mais après, il y a toujours cette truc, c'est ouais, c'est un raid en voiture. Hmm. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais si un jour je peux faire un documentaire humanitaire, ouais, je fonce. Tu vois. Ok. Excellent. S'il y a des associations qui ont besoin d'un Voilà. documentaire Bah humanitaire. oui, non, exactement. Qui fasse appel à numérique. Est-ce que tu te donnerais un conseil si maintenant tu pouvais te chuchoter quelque chose à l'oreille quand tu as pris cette décision d'entreprendre à 18 ans, est-ce que tu te donnerais un conseil qui pourrait faire la diff? J'aime bien parce que je pose la même question à mes C'est invités. c'est vrai? Écoute-toi et écoute les autres. Ok. Trouver le juste milieu entre Ouais, s'écouter soi et... trouve le juste milieu, mais surtout écoute les autres. Ouais. Hmm. C'est important. C'est important. T'as l'impression que t'as pas toujours écouté assez ou... Ouais, je pense qu'au début, j'ai pas écouté assez. Ouais. Parce que Ouais. justement, même si j'ai été recadré, quand je dis recadré, elle m'a pas tapé dessus, hein, Hmm. mais j'ai été recadré entre guillemets sur ma manière de penser, etc. Enfin, assez vite quand même. Je pense que j'ai pas assez écouté certains conseils Hmm. ou je me suis pas assez penché sur certains conseils qu'on m'a donnés. Tu vois, il y a certains mentors enfin, qui me donnaient quelques conseils et je disais oui, oui, mais en fait, je les avais pas notés ou je les ai Hmm. juste écoutés et je les ai pas appliqués tout de suite. Hmm. Et peut-être que si je les avais, enfin, je les ai peut-être entendus, mais je les ai pas écoutés tout de Ouais, suite. voilà. Et peut-être que si je les avais appliqués vraiment dès le jour où on me l'a dit ou le lendemain, ça aurait été frais et j'aurais peut-être évolué plus vite. Hmm. Mais après, comme dit, je suis pas dans cette course à l'évolution rapide non plus. Mais écouter les autres, autant que ce soit des critiques positives que des critiques négatives, tu vois. Mhm. C'est quelque chose que je fais dans les cours que je donne à côté, tu vois, à chaque fin de cours ou à chaque session de cours. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais tu es formateur intervenant. Ouais, j'ai quelques C'est cours dans c'est différentes vrai. écoles. Parlons-en vite fait parce que même si on arrive à la fin de ce podcast, c'est vrai que je l'ai dans mes notes et j'ai oublié d'en parler. Bon, après, il y a C'est- pas grand-chose à dire parce qu'en fait, j'ai des petits modules Hmm. entre 12 et 40 heures où j'apprends en fait aux étudiants
à créer du contenu par eux-mêmes sans avoir beaucoup de matériel, juste avec leur téléphone, en accent sur le storytelling et les techniques de cadrage, parce qu'il y Excellent. a, il y a des erreurs à ne pas faire. Et du coup, bah, en fait, à chaque fin de cours ou à chaque fin de module, je leur demande ce qu'ils en ont pensé, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, et qu'est-ce que pour eux je pourrais améliorer, parce que bah, mine de rien, ça fait 3 ans que je suis formateur, je suis très jeune, j'ai quasiment le même âge qu'eux, voire même parfois je suis plus jeune que certains élèves que je forme, et c'est important pour moi de toujours améliorer ces cours aussi, tu vois, et qu'est-ce qu'eux ils auraient aimé apprendre pour que je puisse l'appliquer sur les élèves de l'année prochaine, si je suis de nouveau formateur l'année prochaine, etc., quoi. Je pense qu'un des avantages, enfin au moins un des bénéfices d'être formateur et de pouvoir donner des cours, c'est de devoir toujours rester au top parce que tu dois Ouais. toujours te renseigner sur les dernières. Donc, en soi, ça c'est très très bien. Je trouve, moi j'aime bien travailler avec des gens qui sont formateurs comme ça. Euh, je mets un petit distinguo entre ceux qui sont formateurs de métier et Oui, qui font que ça, parce que très souvent, malheureusement, il y a oui, un petit oui, endormissement qui se crée. Mais quand on est entrepreneur, on a ce truc de quand on va former quelqu'un, d'avoir la pression de former au dernier truc. ah ouais, mais c'est exactement ça. Et puis j'ai envie de. Enfin, tu vois, dans les cours que je donne, j'essaie d'incarner tous les profs que j'ai adorés Hmm, depuis ma primaire, tu vois. hmm, Euh, et j'ai pas envie que l'étudiant se dise, oh, j'ai cours avec ce mec qui est chiant. hmm, Euh, je sais que c'est dur je sais que c'est dur les études, etc. hmm. Et tu vois, cette année, il y a un étudiant dans une école qui m'a dit, je pense que la plus belle chose que que tous les formateurs auront envie d'entendre un jour, tu vois, c'est en fait cette personne-là, je l'ai eu à 3 ans Hmm, dans un BTS NDRC ou MCO, je sais plus. Et du coup, ça, c'est des commerciaux. hmm, C'est des commerciaux. Et moi, j'ai fait mon petit cours sur la création de contenu parce hmm, que bah, ça peut toujours être utile, etc. J'interviens, c'est un atelier pro, je donne même hmm. pas de notes à la fin, tu vois. Et en fait, j'ai tellement donné envie à cet étudiant de créer qui s'est inscrit en licence com. Et je l'ai eu cette année. Et c'est Excellent. exactement ce qu'il m'a dit parce qu'il y avait un cours où je sentais que les 24 élèves étaient pas du tout motivés. Enfin, il y avait un feeling qui passait pas, Hmm, etc. Donc je leur ai demandé de me faire un retour ou quoi. Et cet élève est venu me voir à la fin en me disant, mais vous savez, monsieur, alors j'ai dit oui, tu sais, tu peux m'appeler Kylian, vu l'âge et hmm, tout. Et il fait, bah tu sais, Kylian, si je suis là aujourd'hui, c'est entièrement parce que tu m'as donné envie de créer, tu vois. Et moi, je me dis, si j'ai pu aider juste une c'est génial. personne Bah oui, à clairement. trouver sa voie ou si juste mon cours a Hmm, pu aider à créer du contenu un jour dans la hmm. boîte ou quoi, bon, j'ai tout réussi. Génial. Magnifique. Mais oui, il Donc, y a cette pression de toujours être au top. donc il y a un entrepreneur, sapeur-pompier, formateur, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait beaucoup de choses. Après, comme dit, je suis toujours dans la vidéo et c'est principalement mon métier. Ouais. Tu vois, j'ai aucun mal à lever le pied quand même avec les Hmm, pompiers à côté. Les pompiers, c'est ma passion. Mais je suis surtout photographe et réalisateur. Et en fait, comme bah, tous les jours, t'as pas forcément que des montages ou des hmm. shootings, je prends ce temps-là pour former les gens Excellent. à mon métier. Donc ça fait beaucoup de choses quand on dit comme ça, mais en fait, en fin de compte, l'emploi du temps est super facile à gérer. Non, mais je pense que c'est une vraie typologie d'entrepreneur. C'est hyper actif, quoi. T'as envie de faire plein de choses Ouais, et alors je pense pas que je suis hyper actif au sens propre du terme, mais mm, par contre, il y a beaucoup de personnes qui me disent, t'arrives pas à t'ennuyer. Et non, en effet, mm, j'arrive pas à m'ennuyer. c'est une forme d'hyperactivité. C'était très sympa. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu es actif? Je suis surtout actif sur Instagram, Ok, donc sur Kylian __ Herbert, où c'est là où je vais donner tous les conseils de création de contenu, etc. Un petit peu sur YouTube aussi. ok, Et sinon, sur mon site internet numérique. ok. Un peu LinkedIn? Un peu LinkedIn, j'essaie de Ok, développer aussi un petit peu LinkedIn petit à ça petit. Et marche. c'est surtout si les professionnels m'écoutent, oui, j'essaie de donner au moins un post Mm, toutes les semaines si j'arrive. ça marche. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes sources d'inspiration pour conclure un livre, un podcast, quelque chose qui t'inspire, qui t'aide dans ta vie d'entrepreneur? Euh, Ouais, le livre du fondateur de Nike, Phil Knight, Ok. très impressionnant. Enfin, c'est le livre que je lis quand je suis un petit peu en bad mood Hmm, entrepreneurial, tu vois. ok. Et sinon, moi, je m'inspire beaucoup de JC Perry, qui est un petit peu mon mentor YouTube, même si, Ok. entre guillemets, il m'a jamais mentoré. C'est sa première Hmm, formation que j'ai prise et c'est un petit peu le goal que j'ai envie d'atteindre ok. un jour, autant dans la manière d'être et tout. Et donc, c'est mes deux inspirations. C'est le livre que je peux lire ou quoi, ou quand ça va pas, je regarde JC Perry sur YouTube et je me dis, ouais, c'est là où j'ai envie d'être un Excellent. jour et ça me motive. Génial.
Bah écoute, merci. C'était très sympa Bah, merci à pour toi, cette, surtout, ouais, c'est clair. bah, ouais, cette On a de la chance première. avec la météo, même s'il y a Ouais, un c'est ça. petit peu de vent. C'est le premier enregistrement parce que maintenant on a décidé d'aller rencontrer les entrepreneurs là où ils sont, là où ils exercent, etc. C'est un petit peu. Donc c'est la première. Donc voilà, on a testé un peu le vent, le machin, le trépied et tout. Mais c'était très cool, j'ai passé un super moment et Bah, plaisir partagé en tout cas. nickel. Bah écoute, J'espère que merci. j'ai pas été trop long. Non, non, t'inquiète. Merci. Bah, merci à toi. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.